Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chronique, l'émission où vous allez plonger dans l'univers de Warhammer. Aujourd'hui, nous allons découvrir les histoires des personnages de notre jeu de rôle Warhammer Odyssey. Ainsi, nous allons en apprendre plus sur le nain Gordrakk Marteau de Pierre, sur le nordique Borok des Côtes Gelées, sur l'archère Amazone Shae Ichibai, et sur les mages Rina Oloris et Artemis Solk. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à suivre leurs aventures dans la fiche en haut à droite. Si vous aimez le contenu de la chaîne et que vous voulez la soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et pour ceux qui resteront sur la vidéo, n'oubliez pas, dans le monde dangereux de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. Gordrakk Marteau de Pierre. La vie ne fut pas tendre avec le jeune nain Gordrakk Marteau de Pierre. Fils de parents taverniers, il vécut dans une pauvre auberge près du fort Yakova, dans le nord de l'Empire. Une attaque de gobelins le priva de sa mère dès sa naissance. Son père se perdit dans l'alcool, les paris et le désespoir. Gordrakk tenait la taverne à sa place, tandis que sa sœur Gladys partait à la mine. L'or, comme l'honneur familial, se tarissait à vue d'œil, tandis que l'auberge n'était plus que ruine depuis l'attaque des gobelins. Gordrakk n'avait réussi à sauver ni sa mère de la mort, ni son père de la dépression, ni la taverne de la ruine. Le nain, désespéré, quitta le domicile avec sa sœur pour vivre dans une petite ville humaine kisléviste. Avec Gladys, ils apprirent la forge auprès de forgerons nains itinérants et ouvrirent un petit atelier. Sa sœur lui offrit un admirable marteau marqué de la rune familiale, capable aussi bien de marteler le fer que n'importe quel gobelin. C'était parfait. Ce marteau était à la fois le symbole de leur passé douloureux et de leur avenir prometteur. Plusieurs dizaines d'années passèrent. Mais les tourments et les regrets ne sont pas des ennemis si aisés à vaincre. Le jour fatal de Gordrakk arriva lorsque sa sœur elle-même le quitta, laissa pour seul mot d'adieu « Que la force de Grimnir te guide ». Pourquoi était-elle partie? Pourquoi l'avait-elle laissé? Souffrance, chagrin, solitude étaient devenus les maîtres mots de Gordrakk. C'est lors de sa sortie quotidienne pour aller couper du bois que le jeune nain croisa des guerriers aussi légendaires que dangereux, des tueurs du culte de Grimnir, des nains ayant tout abandonné pour acheter une faute passée en affrontant les ennemis les plus mortels, ou de mourir en essayant. Il comprit alors les derniers mots de sa sœur. Grimnir était la clé de sa destinée. Si son père était devenu un vieillard passif, malade et alcoolique, ce serait lui qui allait racheter l'honneur de la famille. Il forgea la plus belle hache qu'il put, passant une année entière à son élaboration, muet par une énergie froide et implacable. Une fois son travail fini, il brûla son atelier et partit vers le temple de Grimnir dans les montagnes. Du haut de ses 70 ans, il était l'un des plus jeunes tueurs à avoir prêté le serment de Grimnir. Il jura sous les yeux du dieu guerrier de se racheter en cherchant le plus épique des combats. Il parcourut ainsi l'Empire pour chercher un ennemi capable de lui donner sa destinée. C'est lors d'une victoire sanglante contre des gobelins sur loup dans une forêt de l'Empire qu'un chef mercenaire proposa de rejoindre sa guilde à Middenheim. Gordrakk refusa d'abord, mais changea d'avis lorsqu'il s'aperçut que le chef mercenaire avait des informations sur sa sœur. En échange de mission accomplie, le chef mercenaire promit de lui dire ce qu'il savait sur la jeune naine. La promesse à Grimnir allait devoir attendre un peu. Gordrakk avait une sœur à retrouver. Borok des Côtes Gelées. Borok était un guerrier intrépide du clan des Côtes Gelées. Le clan nordique porte le nom du lieu dans lequel ils vivent. Une mince bande de terre froide dans une grande baie à l'est de la mer du Kraken.
au nord de la région de Norska. Les peuples nordiques sont de solides guerriers rugueux et des marins aventureux, et le clan des Côtes Gelées ne faisait pas exception. Sauf qu'au lieu de terroriser les peuples du sud, comme l'Empire, la Bretonie ou Kislev, la tribu originaire de la mer du Kraken pillait les villages des autres clans nordiques. En effet, ce clan était un des seuls clans non soumis aux influences démoniaques du chaos. Dirigé par le jarl Vardek Krom, le clan prit un essor important lorsqu'il s'allia avec des cruels corsaires elfes noirs. Les équipements elfiques étaient de meilleure qualité, tandis que les guerriers du clan devinrent subitement plus puissants et plus féroces au combat depuis leur pacte avec leurs nouveaux alliés. Ce fut ici que débuta l'aventure de Borok, marin guerrier renommé du clan, connu pour avoir mené le pillage de la capitale du puissant clan Bjorning. Il devint même le favori du chaman du clan, qui lui promettait une brillante destinée. Bras droit du jarl, Borok se retrouva banni du clan à l'arrivée des corsaires elfiques. Ce fut le seul du clan à avoir remarqué que la puissance et la richesse des oreilles pointues s'accompagnaient d'une cruauté et d'une soif de sang inextinguible. Les guerriers ne se contentaient plus de piller les villages, ils les brûlaient jusqu'à la dernière pierre, tuant tous les habitants. Vardek reprit même les rituels d'autres clans chaotiques de la région, systématisant les sacrifices des ennemis pour satisfaire les pulsions de violence du clan. Ceci en était trop pour Borok. Il refusait de participer aux raids de la tribu tant que les elfes noirs restaient des alliés. Face à cette rébellion, le jarl Vardek bannit le guerrier. Ainsi, malgré sa popularité au sein du clan, l'intrépide marin abandonna ses armes et partit de son village. Il se dirigea vers le sud pour trouver une vie loin de ce bain de sang constant qu'était devenu le quotidien de sa tribu, abandonnant famille et amis. Cependant, la vie n'est pas aussi simple, et Borok le découvrit à ses dépens. En effet, avant de partir, alors qu'il cherchait le chaman du clan pour en savoir plus sur sa destinée, le marin fut maudit par la sorcière qui dirigeait les corsaires elfiques. C'est ainsi que Borok dut partir précipitamment de la Norska, touché par la malédiction du sang. Ainsi, tel un prédateur, l'odeur du sang faisait maintenant monter des pulsions de violence chez Borok, tandis que le goût de l'hémoglobine mettait immédiatement le guerrier en état de frénésie meurtrière et incontrôlable. La malédiction elfique était puissante, d'une puissance jamais vue par le guerrier nordique. Partant vers la ville impériale de Middenheim, Borok gardait toujours l'espoir de trouver un moyen de conjurer le sort et d'accomplir la fameuse destinée que le chaman lui avait promis. Ce ne sera que plus tard que le guerrier nordique découvrira que sa destinée est liée à un mot, Talos Tsarkin. Shae Ichibai. La cicatrice barrant le dur visage de Shae en dit long sur le passé mouvementé de la capitaine mercenaire de Middenheim. En effet, la jeune archère n'est originaire ni de l'Empire, ni de la Bretonie, ni même du Vieux Monde. La guerrière est née dans la très lointaine jungle de Lustrie, dans le légendaire peuple du fleuve Amaxon. Si certains érudits doutent de l'existence même d'un peuple constitué de femmes guerrières vivant au cœur de la jungle, les Amazones existent bel et bien. Et Shae en est une puissante représentante. Pendant des années, les Amazones de la tribu du fleuve de sang ont affronté les expéditions nordiques de la ville de Skegi. C'est dans ce monde de guerre et de violence où vivait Shae. La jeune enfant fut éduquée comme toutes les autres Amazones. La chasse, la pêche et la guerre. La nuit cependant, elles allaient avec les autres filles du village à la pyramide au sud du campement. Un grand monument en pierre, surmonté d'un croissant de lune dorée, sans doute abandonné depuis des siècles, où la végétation dense de Lustrie avait repris ses droits depuis bien longtemps.
Un jour cependant, une grande catastrophe tomba sur le village. Les Nordiques de Skegi revinrent, accompagnés de mutants à cornes et aux sabots fourchus. La tout jeune Shae revint avec son groupe de chasse, en plein milieu de l'attaque du village. Elle essaya de défendre ses terres, mais un véritable monstre albinos à tête de taureau l'envoya voler dans les airs d'un seul coup de son poing gigantesque. La jeune Amazone se réveilla que bien plus tard de sa chute, au milieu d'un village silencieux. Elle était seule. Elle ne voyait aucun survivant. Seulement des armes fracassées et des corps sans vie. Perdue, elle décida d'aller au seul endroit qu'elle connaissait en dehors du village. Les ruines de la pyramide. Alors qu'elle passait la nuit seule dans les ruines, un lézard, pas plus grand qu'un singe, s'avança et regarda avec insistance Shae. Puis, le petit animal repartit doucement dans les jungles. La jeune Amazone décida de suivre ce curieux animal dans la végétation jusqu'à l'entrée d'une immense cité de pierre au milieu de la jungle. La jeune femme n'avait rien vu d'aussi immense. Des bâtiments si hauts qu'ils touchaient le ciel, des murs de pierre semblables à des chaînes de montagnes et des immenses tours rivalisant en hauteur avec les plus hautes cimes de la jungle. C'est alors qu'elle vit un étrange reptile bleu bipède, assis sur un siège de pierre flottant, habillé de plumes et de colifichets d'os et de bois. Le lézard l'attendait devant l'entrée de la ville mystérieuse. Ce n'est que bien plus tard que Shae apprit le nom de cette créature. Teto Eko, le grand contemplateur de la ville de Tlaxlan, l'un des plus grands magiciens de la Cité de la Lune, de l'Empire des Hommes Lézards. Un peuple encore plus ancien et énigmatique que les Amazones. La jeune femme devint rapidement la protégée de Teto Eko. Elle apprit les rudiments de la langue saurienne et les bases de la lecture des étoiles. Voyant sa capacité rapide et innée à apprendre, Teto Eko lui confia alors une mission importante. Retrouver la tablette sacrée de la Lune Nouvelle en terre des humains à sang chaud. Implacable et déterminé à accomplir l'objectif de son maître, Shae s'infiltra dans l'Empire en tant que mercenaire, glanant autant d'informations que possible sur cette race avide à sang chaud afin d'y trouver l'objet de sa quête et de le ramener à son maître. Artemis Solk et Rina Oloris. Voilà une situation bien singulière à raconter. Une succession d'événements si improbables et un dénouement si particulier que bien talentueux serait le troubadour à conter leurs histoires si aisément. En effet, comment le destin d'une elfe sylvain, solitaire et pacifique, pourrait fusionner aussi rapidement avec celui d'une exorciste humaine de la lumière. Ainsi, Artemis Solk fut donnée par ses parents au collège de magie impériale, encore enfant. Une histoire triste, peut-être pour quelqu'un d'autre, car elle connut la meilleure vie qu'une fille curieuse du monde pourrait imaginer. Elle fut éduquée par les plus grands esprits humains de son temps. Géographie, histoire, littérature, langue. La jeune femme dévorait les livres de la bibliothèque impériale comme un nain ingurgiterait de la bière. Pourquoi les mages l'élevaient ? Car ils avaient détecté en elle un grand potentiel magique. Elle fut élevée par un grand hiérophante de la lumière, maître d'Iborgla. Elle fut nourrie toute sa jeunesse par les cours de lutte contre les forces du mal du domaine d'Ish. Son maître était passionné et dévoué à sa tâche folle d'éradiquer le mal sur la terre. d'Iborgla était reconnu pour sa connaissance inégalable du monde des ténèbres et des sorts pour le contrer. Artemis était admirative d'une telle ferveur, même si elle remarqua une étrange lueur au fond des yeux de son maître depuis qu'il étudiait une mystérieuse petite pierre verte. Mais elle se faisait sans doute des idées. Qu'est-ce qu'un petit minéral face à la puissance
et à la connaissance de son maître. La fierté l'habita quand elle passa le diplôme de hiérophante de la lumière devant son maître. Elle continua ses études pour finalement partir du collège de magie pour aller accomplir une mission d'exorcisme au sud de l'Empire. Quand elle revint, la jeune hiérophante découvrit avec horreur son maître en lutte avec les autres mages du collège de magie. Des yeux verts crépitants, une longue langue dentelée, de la magie corrompue au bout des doigts. Le combat finit en une explosion en plein cœur de la capitale d'Alfort. Il ne restait plus rien de son ancien maître. Artémis était perdue. Comment une telle abnégation dans la défense contre le chaos pouvait être aussi mal récompensée? Elle eut la réponse lorsqu'elle découvrit un vieux morceau de parchemin déchiré dans l'ancien bureau de son maître. L'origine du mal, le lieu des ténèbres premières, le mythe devenu réalité, au bord de l'existence. Il se trouve... La phrase était coupée. Durant les années qui suivirent ce jour noir, Artémis parcourut le monde pour chercher le lieu dont parlait son maître. Elle éradiquait toutes les traces démoniaques qu'elle trouvait. Elle ne savait que trop bien que même la plus petite pierre pouvait faire basculer le monde dans la folie. Il n'y avait pas de petit ou de grand mal. Il n'y avait que le mal. Malheureusement, lors d'un combat aérien contre un démon particulièrement puissant, Artémis fut vaincue. Enfin presque. Dans un dernier élan, Artémis enferma son esprit dans son anneau qu'elle jeta à terre. Des centaines d'années passèrent. Lorsqu'une jeune mage elfe sylvain et son groupe d'aventuriers découvrit l'anneau sur une île. Artémis passa un accord avec la jeune elfe nommée Rina Oloris. La connaissance de la magie de la lumière contre la poursuite de la lutte contre toute trace de chaos dans le monde. L'elfe Rina Oloris s'empressa d'accepter. C'est ici que le destin des deux femmes furent liés à jamais, les deux esprits partageant le même corps. La mage elfe sylvain était mystérieuse et renfermée, et mis à part qu'elle venait d'une forêt appelée Athel-Lorraine, où elle avait appris le druidisme et la magie de la vie, nulle information ne parvint aux oreilles d'Artémis Solk. La jeune mage elfe avait une quête de connaissances qui plaisait à Artémis. Malheureusement, la quête de savoir dans le domaine de la magie est un chemin périlleux et dangereux. Mais pour Artémis, la soif de connaissance de Rina était une aubaine. Son esprit confortablement installé dans le corps de Rina, la mage de la lumière allait enfin reprendre sa quête et repartir à la recherche du lieu mystérieux dont parlait son maître. Pour retrouver Borok, Gordrak, Shae, Artémis et Rina, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre la campagne de jeu de rôle Warhammer Odyssey. Merci à tous.